Bien, nous avons une table ronde avec nos orateurs. Je vous propose de vous donner tout de suite la parole, de façon à peut-être immédiatement réagir aux présentations qui ont été faites, aux points de vue qui ont été proposés, et puis ensuite de continuer vers la discussion, vers l'apéro, qu'on prendra vers, qu'est-ce qui sera à peu près 16h50 à peu près, où on s'arrêtera. Voilà. Qui voudrait... Monsieur. Je vous remercie de parler dans le micro parce qu'on enregistre aussi la table ronde, donc qu'on puisse capturer aussi vos questions. Merci. Bonjour. Je reviens au sujet de M. Rochelle qui était très très bien. Et la question c'est, en faisant la liaison liberté, dépendance et dominance, dans notre vie de tous les jours, il y a beaucoup de dépendances. Je dépends de l'eau qui vient dans le robinet, de l'électricité. Alors si on fait l'analogie, qu'est-ce qui est différent avec l'eau, l'électricité ou bien le pétrole et Google? Donc qu'est-ce qui manque à Google pour devenir comme l'eau, qu'on accepte bien la dépendance, ou bien l'électricité, ou bien même le pétrole? Donc si d'un jour à l'autre le pétrole il augmente à 10 francs le litre, on l'accepte, mais on ne dit pas qu'on est trop dépendant peut-être. Merci. Ça ne marche pas. Oui, maintenant ça marche. Merci beaucoup pour la question. Je pense que les 4 choses que vous mettez en parallèle sont justement pas les mêmes. Hein. Prenons l'eau, l'électricité, ça c'est une famille pour moi. Le pétrole, ça serait un 3e et Google une 4e. Pourquoi? Pas du point de vue de leur importance. Je pense que vous basez l'analogie sur le fait que ces 4 choses sont extrêmement importantes pour nous. D'accord. Par contre, qui les domine, qui les contrôle, ces 4 choses? Dans les 2 premiers, en Suisse en tout cas, c'est une institution publique. Et donc au final, en tant que citoyen et citoyenne, c'est vous qui être responsable de faire des choix qui vont assurer que l'eau et l'électricité soient fournies au plus grand nombre dans des conditions qui sont acceptables. On est dans des ressources qui sont essentielles pour notre vie en société. Le pétrole, déjà beaucoup plus intéressant. Là, à mon avis, la situation de dépendance est déjà beaucoup plus marquée dans un sens négatif parce que le contrôle nous échappe et pourtant, comme vous le dites à juste titre, on en a un besoin essentiel. Ça devrait nous inciter à dire, là, on est dans une situation de domination par des acteurs en plus douteux, dirons-nous comme ça, soit les entreprises, soit les États qui sont à la source de l'énergie. Développons d'autres sources. Essayons de limiter notre dépendance à ces acteurs. Et le 4e exemple, alors là, c'est presque le pire, si on fait une gradation vers le plus... C'est que là, on a vraiment une entreprise strictement privée qui contrôle de bout en bout mon usage que j'en fais, un moteur de recherche, mais aussi tous les services qui vont autour. Et donc là, je dois aussi me demander qu'est-ce que j'ai comme alternative au final à ça. L'une des manières les plus faciles et les plus aisées de combattre une dépendance qui débouche sur une domination, c'est de chercher l'alternative. S'il y a une alternative, directement, voilà, le pouvoir est disséminé. Et puis, moi, je peux essayer de me dire, si là j'ai un problème, je peux retomber sur autre chose. Donc, il faut qu'on travaille sur des alternatives. Donc, voilà, moi, comment j'aborderai votre analogie entre les 4 choses qui sont importantes pour nous. Quelqu'un d'autre veut ajouter à ceci? Non? Ok. Merci. Monsieur. Bonjour, Jörg Hau, fondateur de Quality Coach. Je travaille dans le conseil aux entreprises et ce qui m'intéresserait, quand vous faites vos workshops, surtout là, on a entendu à Genève, il y a plus que 1200 personnes qui ont passé dans les ateliers. Quelles sont les lacunes les plus frappantes que vous rencontrez là dans ces ateliers? C'est quoi qui manque le plus? Peut-être préciser votre question, sont du point de vue de ceux qui viennent demander ou du point de vue... Ceux qui Voilà. viennent vous voir, quels sont leurs plus gros problèmes ou qu'est-ce qui vous frappe le plus dans les questions? Alors, c'est la première question qui vient et qui est quand même surprenante, c'est en fait, est-ce que je suis finalement soumis à cette réglementation? Et c'est plutôt un réflexe d'appréhension plutôt que d'y voir finalement la possibilité d'améliorer, d'assainir disons, sa gestion de l'information. Donc on voit que c'est plutôt vécu vraiment comme une contrainte et une préoccupation, plus que finalement une opportunité d'améliorer, d'amener une certaine hygiène, je dirais, dans la gestion de la donnée, quoi. Alors, on a eu donc 2 fois des événements dans lesquels les entreprises venaient poser des questions aux spécialistes.
Et ce que je pu remarquer, puisque après, quand elles partaient, je quand même posais des questions pour voir si elles avaient trouvé réponse à leurs questions, etc. En fait, elles venaient confirmer. Ouais, voilà. Elles avaient déjà fait un travail auparavant, et puis elles venaient vérifier que les réponses qu'elles avaient obtenues correspondaient à ce qu'elles avaient déjà eu comme réponse. Voilà. C'est alors confirmation de ce qu'elles avaient déjà entendu ou des travaux qu'elles avaient déjà effectués. C'est intéressant de le savoir. Hein. Elles venaient non pas les mains vides, bon, certaines, elles ne connaissaient pas, puis elles venaient et puis posaient des questions de base, mais en général, elles venaient corroborer ce qu'elles avaient déjà fait. Peut-être un complément encore. Donc, nous avions anticipé un petit peu, disons, ces interviews et donc distribué un questionnaire de manière à ce qu'elles puissent effectivement aborder ces questions. Mais la question la plus récurrente était effectivement celle que je vous ai dit au départ. Est-ce que finalement ça me concerne? Ok, une autre question. Ah, au fond. Oui, bonjour. Jean-Yves Royer, français, du sud de Léman. À propos du copyright, moi, quand je lis les conditions d'utilisation de Google et Facebook, ils reconnaissent que nous sommes propriétaires de nos données et qu'on a tous les droits sur ces données. Et seulement à la fin, ils vous disent, mais vous nous donnez une licence pour tout le monde et sans fin, pour en faire ce que l'on veut, signez-la. Donc le copyright est bien mis en évidence et il est utilisé pour qu'on donne notre consentement. Mais il faut lire entre les lignes. Oui, merci. En fait, c'était une manière de mettre en évidence. J'ai mis du sel sur le melon. Et c'est une manière de mettre en évidence la problématique. Nous ne parlons jamais des copyrights. Alors, d'ailleurs, Pascal Vernuri, qui je pense est encore là, qui est au fond là-bas, on parlait de ça juste à la pause. La notion de copyright, elle va évidemment plus loin que ça. C'est de se dire le copyright se traite surtout quand les données, elles ont une forme, une structure. Avec les données que nous transmettons, n'ont pas forcément cette structure. Les données que récoltent nos mouvements. Pascal me disait quand on était à la pause, il dit un animal qui marche laisse des traces. C'est comme nous, quand nous marchons dans la rue et nous laissons des traces aux capteurs qui se trouvent dans la rue. Ces informations ne sont pas structurées. Pouvons-nous encore donner un copyright sur ces informations? Ça paraît difficile. C'est plus compliqué que ça. Mais ce que je voulais aujourd'hui, c'était de mettre en évidence la problématique. Tout ça vous appartient. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler là-dessus. Il faut capitaliser sur ça. Alors, copyright, c'est peut-être pas le terme. Merci. Jean-Philippe. Oui, effectivement, s'il y a deux choses qu'il faut éviter, c'est de parler de propriété des données et de copyright. Parce que la donnée, comme je le disais, comme Alexis l'a dit aussi, c'est une partie de moi. Et en tant que moi, ça m'appartient en tant que personne. Et là, j'ai des droits qui sont des droits inaliénables, imprescriptibles. Et dès le moment où vous parlez de propriété ou de copyright, vous pouvez l'aliéner, vous pouvez le vendre. Un copyright, il n'a pas une durée éternelle. Après un certain temps, le copyright il va tomber. Donc, si on veut pouvoir véritablement redonner la maîtrise aux individus, il faut déjà éviter d'utiliser des concepts qui ne sont pas applicables à la personne. Oui, je pense que en fait, tout ça, ça vient d'un phénomène où en fait, les gens cherchent des cadres pour faire des analogies, en fait, pour essayer de trouver une réponse. Et jusqu'à présent, on voyait les données comme des objets. Donc certains, en France, des parlementaires, un groupe de recherche, un think tank a proposé de faire. En fait, ça partait d'un bon sentiment de dire on met un droit de propriété fort sur les données pour en fait que les gens puissent les vendre, puissent comme ça ils vont se rendre compte de la valeur que ça a. Parce qu'en fait c'est ça, au bout du compte, on veut essayer de se rendre compte que les gens, on veut faire rendre compte aux gens que les données ont de la valeur. Et en fait il faut faire attention à utiliser les bons mots parce que effectivement, comme dit Jean-Philippe,
la donnée, c'est quelque chose. Si on a une propriété, on peut la céder. Si on a un copyright, un droit d'auteur, on peut le céder aussi. Et là, on est dans une chose qui est inaliénable. Donc, on doit passer ce cap, mais qui est difficile parce que, et là, je schématise avec les mots qu'on a déjà tous utilisés, par exemple l'esclavagisme. Il faut imaginer qu'on est en train de préparer la révolution industrielle numérique, hein, comme les gens ont préparé la révolution industrielle, et pour la préparer, les plus grands acteurs de la préparation de la révolution industrielle au XVIIIe siècle, c'était les marchands d'esclaves qui marchaient sur le trafic d'êtres humains. Mais c'est ces mêmes êtres humains qui, quelques années plus tard, ont permis la réalisation, ont amené d'être des ouvriers pour la révolution industrielle. On a fait ce cap de passer d'un esclavagisme à un droit du travail. Ça a mis quand même quelques années après la révolution. Et en fait, on va faire ce même travail, j'imagine, j'espère, beaucoup plus rapidement, où effectivement, on va avoir des relations avec les gens qui vont pouvoir utiliser les données, mais sous une forme qui est respectueuse des droits de chacun. Merci. On a une question ici. Alors, on a entendu qu'il y avait eu près de 100 000 réclamations déjà déposées. J'imagine bien que c'est difficile de faire une analyse à chaud comme ça, mais j'aimerais savoir s'il y a déjà des tendances qui se dégagent. C'est quoi les plaintes les plus fréquentes? Et puis, combien sont recevables? Parce que j'imagine qu'il y a aussi des plaintes qui sont non pertinentes ou mal formulées. Enfin, je ne sais pas si vous avez des chiffres en tête ou au moins, disons, les grandes tendances qui ressortent là-dessus. Alors, je n'ai pas les tendances pour ce qui se passe dans les pays européens. On a des chiffres du nombre de plaintes qui ont été déposées auprès des différentes autorités de protection des données, mais ça n'a pas été détaillé, en tout cas jusqu'à ce jour, pour savoir dans quelle direction ça allait. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du préposé fédéral, même si on n'a pas ce système, on reçoit des plaintes quotidiennement qui touchent différents domaines. Alors, il y a quand même une constante, c'est le domaine du travail, c'est le domaine de la santé et c'est le domaine du renseignement de crédit. Ce sont des domaines qui préoccupent beaucoup les citoyens, où ils sont directement confrontés avec des questions. Après, il y a aussi des éléments avec la surveillance. Maintenant, est-ce que toutes ces plaintes sont recevables ou pas? C'est clair que des fois, il y a des choses qui sont pas, qu'on ne va jamais traiter comme autorité de protection des données, parce que c'est peut-être une question qui touche peut-être une personne, mais qui est vraiment isolée. On va plutôt considérer si ça a un impact sur l'ensemble ou une grande partie de la société. C'est clair que si on a une plainte qui vient, par exemple, on a installé un système de vidéosurveillance dans une grande surface avec un contrôle sur les employés de ce grand magasin au niveau des caisses, c'est clair que là, c'est un autre impact que si c'est une caméra qui filme sur la rue, mais sans qu'on sache vraiment ce qui s'y passe, sans qu'il y ait vraiment de risque pour la personne. Donc tout ça, ça va être pris en considération dans une pesée d'intérêt. Mais chez nous, en tout cas, les grands blocs, c'est le droit du travail, c'est la santé, le renseignement de crédit, et aussi, évidemment, tout ce qui tourne autour du numérique maintenant, autour de Facebook et des grands géants de l'informatique. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question pour Monsieur Roussel, qui, dans son très intéressant exposé, a dit quelque chose comme « c'est aux individus ou à chacun d'entre nous de construire son intégrité numérique ». Et je me demandais j'avais de la peine à visualiser ce que ça pouvait impliquer concrètement au niveau individuel ou collectif. Si je veux construire mon intégrité numérique, je fais comment? Quels sont les outils que vous avez en tête lorsque vous affirmez ça? Alors, on ne va pas construire son intégrité numérique, mais on va construire son identité numérique. C'est ça. L'intégrité numérique, elle doit être protégée par la société, mais c'est l'identité numérique. On commence à avoir des pistes, c'est ça qui est intéressant. C'est très, très récent, les pistes. Il y a eu un arrêt, je crois que c'est à l'État de Washington, pour la première fois, ils ont reconnu une signature PGP comme un élément d'une signature authentique. Alors, pour ceux qui le sachent, une signature PGP, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une manière de chiffrer un email. Et il a cette particularité, c'est que c'est basé sur la cryptographie asymétrique,
et vous devez vous-même générer vos propres clés. Okay, vous avez un ordinateur, vous générez une clé, cette clé vous permet de signer. Donc vous êtes l'acteur du processus de A à Z. De A à Z, personne ne va créer cette clé pour vous ou attribuer une identité pour vous. Vous la créez vous-même. Et ensuite, ça, vous l'utilisez dans un réseau social, dans le sens pur du terme, réseau social, vous avez des gens et puis vous allez vous faire reconnaître cette clé-là. Et pour la première fois, ça a été, en Suisse, c'est pas encore le cas, parce qu'une signature électronique authentifiée, elle est obligatoirement fournie par l'État. Et c'est là, pour donner l'exemple, en fait, ces outils-là sont des outils qui seront valables en dehors des structures, soit d'entreprise. Ce n'est pas votre compte Facebook qui sera votre identité numérique, mais ce sera peut-être un compte social qui sera basé sur un protocole, et ce protocole de compte social, vous pourrez à la fois l'utiliser sur Diaspora, sur Facebook et sur d'autres choses. Beaucoup plus avancé, il y a des recherches qui se font, et surtout, c'est des éléments en Catalogne qui nous ont montré ça. En Catalogne, ils travaillent aujourd'hui, c'est un État qui se développe un peu en confrontation avec l'État espagnol, et ils sont en train de développer des choses au niveau numérique, une Catalogne numérique en fait, et ils se sont rendus compte que leur élection, leur votation, elle a réussi à se faire parce que un des éléments, le registre de l'habitant, le registre du votant, a été sauvegardé pendant la répression numérique dans un réseau peer-to-peer. Et c'est que à la dernière, en fait, donc le fichier des votants en fait était partagé sur un réseau peer-to-peer qui s'appelait IPFS. Et donc la base de la démocratie là a été faite sur un réseau peer-to-peer. Moi, ça me fait dire que une identité, un des éléments de l'identité numérique autodéterminée, authentique, on va dire, de l'individu, se déroule sur des réseaux peer-to-peer. Parce que les réseaux peer-to-peer, ils existent au-delà des entreprises, au-delà des États. C'est des individus, c'est des gens qui les maintiennent avec des réseaux et avec des ordinateurs mis à disposition. Et c'est une infrastructure qui est tout le temps là. Donc là, on a un autre élément. Donc il y a de la cryptographie, il y a du réseau peer-to-peer, il y a des protocoles, hein, on parle la même langue, c'est des protocoles ouverts, il n'y a pas de backdoor, il n'y a pas de faille de sécurité qui va être activée par l'État. Il faut que les protocoles soient bien ouverts. Donc c'est un processus qui va être très très long, qui est aussi lié à l'éducation. Il y a beaucoup de gens, et si vous prenez le mouvement des cypherpunks, c'est eux en fait qui ont vraiment lancé ça dans les années 90, on va dire, qui ont fait un manifeste. Si vous lisez le manifeste des cypherpunks, c'est l'autodétermination grâce à la cryptographie, grâce à certains outils. Et après, ça va se construire comme ça. Mais on ne peut pas donner d'exemple aujourd'hui. L'exemple le plus proche que j'ai, excusez-moi, et je termine là, c'est à Zoug. La ville de Zoug a reconnu une signature aussi auto-générée. C'était une grande première et surtout très illégale en Suisse, parce qu'ils ont fait ça, mais ils n'ont pas été condamnés, donc c'est bon, parce qu'ils ne se rendaient pas compte. Donc la ville a autorisé une signature, a authentifié une signature électronique qui venait d'un smart contract sur blockchain qui représentait l'identité numérique en fait, de la personne. Et ça a été utilisé pour voter ensuite, c'est ce qu'ils veulent faire maintenant, pour voter localement. En fait, voilà. Donc en fait là on passe à un processus où on se fait représenter par une forme d'avatar sur blockchain. C'est cet avatar-là qu'on va utiliser pour voter, pour signer, voilà. Et là on a des exemples en fait, des pistes. Donc on est sur la question de la self-sovereignty, voilà, ce qu'on appelle en anglais self-sovereignty, dont beaucoup de gens parlent aujourd'hui, mais dont personne ne voit vraiment la matérialisation concrète. Et ce qui me fait dire, par exemple, le droit de portabilité, dont on parle beaucoup, ce qu'on espère avoir, en fait, c'est quelque chose qui va être résolu par soi-même, parce qu'à partir du moment où vous avez un outil qui a adopté un outil self-sovereign, d'identité autodéterminée, qui est bien utilisé, vous allez pouvoir ensuite l'utiliser pour communiquer selon un protocole standard avec n'importe qui, et vous serez par nature portable. L'individu numérique sera par nature portable et n'aura pas besoin d'un droit de la portabilité, par exemple. Sachant qu'en plus, tous ces concepts ne sont pas nouveaux. Hein. On en parle depuis quasiment 20 ans. Hein. Dès qu'on parle d'identité, ça fait 20 ans qu'on est sur la définition de ces concepts-là.
Bonjour, Jacques Schell. Alors pour Monsieur Walter, une entreprise qui actuellement serait conforme à la RGPD, quels seront les changements à apporter à fin 2020, lorsque la LPD aura été mise en service? Pas mal. C'est une question très intéressante et tout va dépendre de ce qui sort des cuisines du Parlement. Mais sur la base du projet du Conseil fédéral, si, dans l'hypothèse où ce projet est adapté tel quel, l'entreprise qui est aujourd'hui conforme au RGPD n'aura pas beaucoup à changer, même rien, parce que le RGPD va quand même plus loin que le projet de loi fédérale. On a parlé de droit de portabilité, par exemple. Dans le projet fédéral, il n'existe pas. Le renversement du fardeau de la preuve, c'est quelque chose qui n'a pas été introduit. L'action collective non plus. Donc, voilà. Pour les entreprises, les études d'impact, ça sera prévu dans la nouvelle loi. Les violations de données également. Les concepts de privacy by design, protection des données par défaut sont aussi dans la loi. Donc ça, quand on suit le RGPD, on est tout à fait déjà en ligne, voire même plus loin. Et il y a d'autres instruments qu'on retrouve dans le RGPD qu'on ne retrouvera pas dans la loi fédérale, vraisemblablement. Oui. Monsieur Walter a souligné dans sa présentation la volonté d'universalité du RGPD. Mais la carte interactive qu'a montrée Monsieur Diez, sur cette carte, on voit que l'Europe aujourd'hui, c'est un îlot de protection dans un océan de non-protection. Et on voit derrière cette carte les grands ensembles mondiaux, les grands ensembles économiques qui sont en train de se construire. D'un côté, les Américains avec notamment le Cloud Act, les Chinois avec tout ce qu'on sait, la Russie avec le désert que c'est également en matière de protection des données. Que vaut l'Europe finalement avec cette protection dans ce monde économique où finalement elle n'a pas beaucoup de poids? Bon, je crois que tout d'abord, le RGPD en tant que tel n'a pas un texte à vocation universelle. C'est la Convention du Conseil de l'Europe. C'est la Convention du Conseil de l'Europe qui est en fait le texte de référence aussi des textes européens. Et la carte qui a été montrée avant, en fait, telle qu'elle a été présentée, je m'en excuse, elle donne une fausse image de la réalité aujourd'hui en matière de protection des données dans le monde. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 120 États dans le monde qui ont déjà des législations de protection des données et qui ont mis en place des autorités de protection des données. C'est le cas en Afrique notamment. Il y a plusieurs États africains qui ont maintenant des législations, de très bonnes législations, qui ont des autorités de protection des données qui fonctionnent et qui font du bon travail. Simplement, on a ce mécanisme de l'adéquation qui est prévu dans le droit européen. Et les décisions d'adéquation, il n'y en a pas des foules. Parce que d'une part, la Commission européenne n'a pas les moyens de sa politique. Donc, il y a très peu de décisions d'adéquation. Et malheureusement, ces décisions d'adéquation sont parfois teintées de considérations politiques et économiques. Je vous donne un simple exemple. La Commission vient de prononcer une décision d'adéquation pour le Japon. Alors, je m'excuse, mais le Japon ne remplit pas toutes les conditions qui devraient être celles d'une véritable décision d'adéquation. Ils sont en dessous du niveau suisse, par exemple. Un autre exemple où un État a reçu l'adéquation, c'est Israël. Or, si vous connaissez la situation politique en Israël, la loi israélienne s'applique aux citoyens israéliens, mais elle discrimine toutes les autres populations qui vivent sur le territoire d'Israël. Donc, on ne peut pas parler de niveau de protection adéquat. Donc là, il y a un véritable problème, mais c'est un problème politique, et ce n'est pas un problème qui est au niveau des textes. Mais le texte qui a une portée universelle, c'est vraiment la Convention du Conseil de l'Europe, d'une part parce qu'elle est conçue différemment, ce n'est pas un texte qui va aussi loin dans les détails, mais elle essaye de faire les ponts entre les différents systèmes juridiques, et elle a ce caractère ouvert qui permet à tout État qui en remplit les conditions d'y adhérer. Donc actuellement, il y a 53 parties à la Convention, les 47 pays membres du Conseil de l'Europe, plus des États tiers d'Afrique et d'Amérique du Sud.
Bonjour. Alors juste pour rebondir aussi sur la remarque de monsieur, si on s'en réfère à la théorie des relations internationales, on est un peu dans la situation du freelancer. Ça veut dire qu'il suffit qu'un seul État ne veuille pas respecter le droit de la protection des données et toute la doctrine internationale tombe à l'eau, entre guillemets. Ce qui me fait poser la question de pourquoi on met autant d'emphase sur la question juridique autour de la protection des données et qu'on ne se concentre pas plus sur le privacy by design, donc sur les solutions techniques qui permettraient effectivement de la protéger. Je ne vais pas avoir le monopole des réponses, hein, mes collègues là pourront aussi intervenir, mais je crois que les deux vont de pair. Le privacy by design, c'est un principe maintenant en fait, qui est né non pas dans les législations, il a été développé, c'est une idée en fait, qui n'est pas nouvelle, hein, ça fait très longtemps, c'est simplement qu'on a essayé de donner une méthode pour appliquer les lois. En fait, c'est une concrétisation des réglementations existantes dans la pratique, dans la conception des systèmes, dans l'organisation d'une entreprise, dans la gestion des données, mais qui veut en fait qu'on applique tous les principes que l'on retrouve dans les législations et notamment maintenant cette obligation de mise en conformité qui est prévue dans le règlement européen. Pour y arriver, il faut aussi faire du privacy by design. Donc les deux choses vont de pair. Il faut à la fois avoir la réglementation qui va mettre le cadre et après il faut dans la pratique la concrétiser par des instruments, des outils qui doivent être développés, qui existent déjà sur le marché. Alors, moi, ce que j'espère, c'est en fait finalement le genre de démarche que je fais, c'est justement, on parlait d'identité numérique, j'espère que les gens, la société, enfin, les choix individuels pour construire son identité numérique se porteront sur des outils qui seront par nature, auront ces éléments privacy by design, et que c'est eux qui, à terme, apporteront la meilleure réponse et la meilleure aisance et la meilleure sécurité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un aspect technique. C'est qu'aujourd'hui, on voit apparaître maintenant des techniques de plus en plus poussées, mais c'est très très difficile encore de faire du privacy by design quand en fait il y a toujours un élément de confiance lorsqu'on discute avec quelqu'un en termes d'algorithme, qu'est-ce qui est exécuté de l'autre côté, ainsi de suite. Donc on voit apparaître beaucoup d'avancées dans le domaine de la cryptographie, notamment ce qu'on appelle les Zero Knowledge Proof, qui permettent de donner des preuves sans livrer l'information, ou des systèmes qui permettent de garantir que l'algorithme a été tourné de façon correcte, et ainsi de suite. Enfin, il y a beaucoup de progrès qui sont en cours, et aujourd'hui, on est un peu, malheureusement, cette course, c'est un peu tôt, on n'a pas les outils pour faire vraiment du beau privacy by design. Alors il y a des exemples, et je peux en donner un par exemple, et c'est dans le domaine des crypto-monnaies, bon, c'est un petit peu mon domaine, mais c'est un peu maintenant, c'est aussi la base en fait, parce qu'on travaille sur cette technologie-là. Vous avez une monnaie qui s'appelle le Monero par exemple. Renseignez-vous sur cette monnaie-là, c'est assez intéressant parce qu'elle fait un peu peur parce qu'elle est purement anonyme, mais en même temps, elle a été construite et elle est choisie par sa communauté parce qu'elle est privacy by design. Et parce que c'est une monnaie où on choisit de livrer la traçabilité. Une monnaie électronique, une crypto-monnaie, c'est justement un outil de traçabilité. Et le Monero, c'est l'individu qui choisit si on ouvre cette traçabilité ou pas. Alors que dans les autres monnaies, tout est transparent. Ça, c'est un exemple. Et on va j'espère que les outils qui seront vraiment privacy by design vont être choisis mais ils vont être choisis dans une démarche où les gens vont vouloir adopter des outils qui vont leur permettre de réaliser leur identité numérique grâce à ces outils-là. Peut-être juste pour rebondir sur cette question et sur ce point, comment est-ce qu'on dépasse les exigences de simple conformité juridique pour rentrer dans ces questions techniques et éthiques pour aller plus loin ? Non, parce que, les coquins. Oui, bah oui.
Mais j'étais tenté de rebondir sur la question. Parce que c'est vrai, rebondis tranquillement. Dans un monde idéal, les trois sont dans un cercle très vertueux, on est bien d'accord. L'incitatif juridique qui vient elle-même dans une démocratie du public, au final, qui fait un choix législatif par ses représentants ou directement, va provoquer des changements techniques, des exigences techniques qui vont monter, qui va elle-même faire monter les attentes des consommateurs. Donc on est, si l'histoire tourne bien, dans un modèle très très vertueux qui s'auto-nourrit et qui va même en se renforçant. Parce qu'à la prochaine élection, vous voyez que vos applications se sont améliorées grâce aux effets que les parlementaires dans la cuisine bernoise ont mis dans la soupe. Vous faites encore un choix plus éclairé la prochaine fois que vous devez envoyer des gens à Berne. Ça, c'est dans le monde idéal. Ça marche et pas. il a quelque chose. Jean-Henri dit que ça ne marche pas. Moi, ce que je pense, et le GDPR est peut-être intéressant à ce titre-là, c'est qu'il faut un des trois moments qui donne le coup d'envoi. Et puis une fois qu'on a cette dynamique qui est forcée, il faut avoir l'image de quelqu'un qui pousse un chariot fort un coup pour donner l'élan, et ensuite les autres peuvent monter dans le train en route. Et maintenant, franchement, ça sera plus compliqué. On a eu cette discussion, elle a été bien plus loin que le monde des entreprises, elle a été du côté des consommateurs, il y a une conscience qui est en train de... Il faut entretenir cette dynamique positive pour que le tout commence à fonctionner en route. Prochaine échéance pour les Suisses, c'est en octobre de cette année, quand il faudra envoyer des gens à Berne. Vous êtes tous sensibilisés, si vous êtes dans cette salle un lundi après-midi, demandons des comptes à tous les candidats et candidates qui veulent aller aux chambres fédérales, qui se positionnent sur ces questions, qu'ils explicitent leur vision, qu'ils explicitent leur compréhension. S'ils sont honnêtes, qu'ils explicitent leurs questions aussi, ce qu'ils ne comprennent pas, ça serait déjà un pas énorme. Si quelqu'un dit « moi je ne comprends pas l'enjeu, expliquez-le-moi ». Et comme ça on avance et on est dans cette dynamique de cercle vertueux. Mais on sait que ça ne se passera pas, ce débat n'aura pas lieu. D'une certaine manière, c'est à nous de le créer. Moi, je réponds toujours un peu la même chose à cet argument du genre « ah, c'est tous des méchants, on ne peut rien faire ». Get into politics. Allez vous-même sur des listes. Portez-vous candidat. Allez dans les partis. Laissez pas les politiciens décider pour vous. Je ne sais pas si mon voisin de droite sera d'accord, mais on a les représentants qu'on mérite d'une certaine manière. Et si on estime que ceux qu'on a dans son canton ne sont pas bons, allez-y vous-même. 40% de participation... Motivez votre famille. Je voudrais rebondir en fait sur tout ce qui vient d'être dit là et ça s'adresse aussi bien à Alexis Roussel qu'à Johan Rochel. Hein. Il me semble moi que pour pouvoir mettre ces considérations éthiques et de vie privée, de liberté des citoyens, en fait, il me semble que c'est carrément le modèle. Pardon. Ah, pardon, excusez-moi. Moi, il me semble que c'est carrément le modèle économique de ces nouveaux géants d'Internet qu'on remet en cause. Parce que pour eux, leur pétrole, effectivement, nos données sont leur pétrole. Et si on se met à exiger d'eux un meilleur contrôle sur nos données, sur ce qu'ils en font, ils vont être obligés de changer complètement leur modèle économique. Et là, la question, elle vient du fait que, quelque part, nous-mêmes en tant que consommateurs, enfin, nous-mêmes en tant que citoyens, nous votons aussi en tant que consommateurs en acceptant leurs conditions pour utiliser tous ces outils. Parce que c'est simple, ils ne nous obligent pas à les utiliser. Quelque part, ils nous disent, si vous les utilisez, vous acceptez nos conditions d'utilisation. Et dans ces conditions, comme l'a expliqué le monsieur un peu plus tôt, c'est que oui, vous avez un copyright sur vos données, mais vous nous donnez gratuitement le droit de les exploiter comme bon nous semble dans le monde entier. Et c'est pas juste lu entre les lignes, c'est explicitement écrit. Hein. Plus proche le micro, on n'entend pas. Il est éteint, là, il est allumé. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Pardon. Oui, là, j'aime bien faire dans ce domaine-là une comparaison historique, c'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, en fait, on parle si on prend la notion d'esclavagisme numérique dans ce cas-là, on peut comparer dans l'histoire avec l'esclavagisme industrialisé qui a précédé l'industrialisation. Et on voyait ces grandes compagnies des Indes, qui avaient basé tout leur modèle d'affaires principalement sur la traite d'esclaves. Et c'était pas une traite, c'était une traite d'esclaves vraiment mise à un niveau différent que l'histoire avait vécu.
Et en fait, on voit les familles ou les marchands qui ont fait fortune. Il y a cet exemple assez flagrant à Bordeaux, par exemple. Bordeaux qui, aujourd'hui, a des rues avec les noms des grands marchands de l'époque, qui ont été aussi en même temps les plus grands mécènes de l'époque, qui ont dépensé énormément d'argent dans le développement des idées, dans la culture, dans plein de choses. Et à l'époque, moralement, c'était moins un problème que ça l'est aujourd'hui. Et ils ont eu ce rôle un peu bizarre, c'est que en même temps, comme c'était des roturiers qui faisaient de la traite d'esclaves, pour évoluer dans le système, ils ont dû participer à la révolution et retourner le système qui existait. Et en faisant ça, ils ont promu, ils avaient besoin d'être plus libres, eux, en étant acteurs de l'économie. Ils ont renversé le système et au bout du compte, ils ont contribué à faire terminer le modèle économique qui les faisait vivre, en fait. Et il y aura la même chose en fait qui va se passer. Aujourd'hui, il y a des associations qui se battent pour débaptiser les noms de rues à Bordeaux, pourtant de gens qui ont construit la ville. Et peut-être que dans une centaine d'années ou une cinquantaine d'années, on trouvera que c'était totalement inacceptable ce que faisaient Google et Facebook, et qu'on débaptisera les noms ou les places qui ont été construites au nom de Zuckerberg ou autre, quoi. Ce que vous dites est juste. C'est quoi en réalité, c'est vrai qu'on a, ou disons, on nous fait croire qu'on a des choix. Simplement, les alternatives, elles sont soit de niche, soit on les méconnaît, ou on ne prend pas la peine de dépenser 2 francs pour avoir une application qui sera, du point de vue de la protection de nos droits, beaucoup plus sûre. Si je fais un sondage ici pour demander qui a WhatsApp, je pense que la majorité a WhatsApp. Et si je fais la même question, qui utilise Trima, probablement que ça va être une minorité, genre 1 ou 2 là. Et pourtant, c'est une application très sûre, c'est une application suisse. Simplement, il faut payer 2 ou 3 francs pour l'installer. Mais on a toutes les fonctionnalités d'un WhatsApp. Donc on voit qu'il y a des outils, mais il faut encore vouloir les utiliser. Bon, ça c'est une réponse, mais de l'autre côté, il est clair que, et je reviens à ce que je disais avant, je crois qu'il y a une nécessité de se mobiliser à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement d'envoyer des représentants à Berne, bien sûr, on a les élus qu'on mérite et les élus qu'on choisit. Bon, encore faut-il avoir le choix de personnes qui remplissent les critères. Actuellement, il y en a très peu qui connaissent les technologies au Parlement fédéral. Ça, c'est une chose. Mais il faut aussi que, comme individu, on se mobilise pour ce type de questions. Autant qu'on a des gens qui se mobilisent aujourd'hui pour le climat, des jeunes qui descendent dans la rue, qui font des grèves, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des mouvements de grève par rapport à ces technologies qui nous envahissent et qui nous rendent captifs et esclaves? Donc là, il y a peut-être une réflexion à avoir. Il devrait y avoir aussi des assises citoyennes du numérique, pas seulement des sommets au niveau des chefs d'État, mais au niveau de la base. C'est la base qui doit se réapproprier ses droits et les réclamer. Peut-être juste pour rebondir là-dessus, la fin du modèle économique en tant que tel, les jours sont comptés. Et je pense qu'effectivement, c'est la fin du gratuit. Et ça, il faut juste qu'on l'intègre. Mais il faut qu'il y ait une offre et que la standardisation de cette offre rencontre quelque part cette base d'utilisation. Monsieur ? Merci. Alors, Nicolas Wipfli de la société Abissa. J'ai une question pour Monsieur Walter. J'ai envie de revenir sur l'adéquation. On connaît l'amour qu'il y a entre l'Europe et la Suisse actuellement. On sait aussi à quelle vitesse nos politiciens travaillent. Enfin, plutôt raisonne. Maintenant, en termes d'adéquation, vous pensez à la vitesse où on va si le nouveau règlement, le LPD ou la deuxième version, deuxième phase sort 2020, si tout va bien, mi-2020 ou fin 2020, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que la Suisse sorte de cette petite liste verte qui est l'adéquation, ce qui pourrait avoir potentiellement un impact sur l'économie de certaines entreprises ? Alors bon, on est au bénéfice toujours d'une décision d'adéquation, ça c'est vrai, qui est basée sur la directive de 95.
après le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Schrems, on sait que la Cour de justice a mis des quotas plus élevés, qu'on retrouve maintenant dans le règlement européen et dans les textes qui ont été adoptés par le groupe l'article 29, qui est maintenant le Comité européen de protection des données. Donc la Commission européenne, sous pression aussi du Parlement, doit revoir toutes les décisions d'adéquation qui sont antérieures à l'entrée en vigueur du règlement européen. Alors pour ce qui concerne la Suisse, on ne connaît pas le calendrier. On sait qu'ils y travaillent, mais à quelle vitesse, on ne le sait pas. On a fourni des rapports à Bruxelles et sur cette base, ils devraient rendre un premier rapport. Mais il est bien vrai que si la Suisse traîne à moderniser sa législation, si la Suisse ne ratifie pas la nouvelle convention du Conseil de l'Europe, la décision d'adéquation est en danger. Et si on perd l'adéquation, bien évidemment, pour les entreprises suisses, c'est catastrophique. Ça veut dire qu'il n'y a plus de libre circulation entre la Suisse et les pays européens et vice-versa. Et ça veut dire que si vous voulez échanger, vous devez faire chaque fois des contrats avec vos partenaires dans l'Union européenne. Donc, bonjour. Hein. Pour les amateurs de politique européenne, ça rappellera la question de l'adéquation de la bourse suisse et des nouvelles modalités des liens entre l'Union européenne et la Suisse et le jeu de pouvoir de l'Union européenne qu'on est en train de lui donner sans cet accord cadre. Alors on peut discuter du contenu de l'accord cadre, c'est une autre discussion, mais ne pas signer d'accord cadre pour réguler nos relations, c'est accepter ce genre de pression immense, et vous pouvez imaginer qu'il y en a à travers tous les champs de l'économie. Voilà un exemple de plus. Sonia Daron-Perret, chargée de projet dans les domaines SIRH en ville de Genève. J'aurais voulu savoir s'il existait un label ou une certification RGPD compatible, ce qui pourrait permettre aux citoyens du monde de choisir quel type de domination il veut ou pas. Sur la certification, on a en Suisse, évidemment, la loi fédérale prévoit la possibilité d'être certifié, mais sur la base du droit suisse, et il y a des entreprises qui sont accréditées pour pouvoir faire ce type de certification. Maintenant, il existe aussi en Suisse des entreprises qui font de la certification et qui ont développé une certification RGPD. Il y a une entreprise dont j'oublie le nom, mais qui est à Genève, qui fait une certification RGPD, qui a reçu d'ailleurs un financement de l'Union européenne et aussi du gouvernement suisse pour développer ce type d'instrument. Maintenant, il y en a d'autres en Europe. La certification est quelque chose qui est encore relativement nouveau au niveau européen. C'est pas... Il y a certains lenders allemands qui étaient en avance là-dessus et ça commence maintenant à être mis en place avec le RGPD. Donc je pense que très rapidement, il y aura des possibilités d'avoir des labels RGPD. Oui. Voilà, tout à fait. Maintenant, il faut voir, évidemment, pour que le label ait une certaine crédibilité, il faut qu'il soit reconnu par une instance et non pas laissé, comme chez nous en Suisse, avec la certification, il n'y a pas un label. L'entreprise qui est certifiée, elle aura un certificat, mais il n'y a pas un label qu'elle peut apposer parce que quand le législateur suisse n'a pas voulu qu'il y ait un véritable label de protection des données, ce qui en soi est dommage. Peut-être aussi, de façon plus générale, on voit aussi proliférer un certain nombre d'initiatives, aussi de labels, entre guillemets, autour de la question de la responsabilité numérique dans différents États. Il y a aussi des choses qui se passent en Suisse à ce niveau-là, qui vont aussi avancer certainement. Alors une question pour M. Walter. On parle beaucoup de la gestion des données pour des entreprises privées là, mais moi je pensais aussi la gestion des données par rapport à l'État, en fait, aux États. On l'a vu avec les révélations d'Edward Snowden et le programme PRISM qui s'est fait aux États-Unis. Avec la situation qu'il y a actuellement en Chine, c'est un peu ce qui se fait. Donc l'État récolte toutes les données sur les gens. Et ça s'est fait aussi en France. L'État a justifié ça avec le prétexte des attentats pour faire passer des modifications de loi afin de surveiller en masse la population. Déjà, est-ce qu'il y a une loi en Suisse par rapport à ça? Et quelle est la situation en fait en Suisse si des surveillances se font et à quelle fréquence par exemple? Alors,
évidemment, en Suisse, nous avons aussi des services de renseignement. On a aussi une police judiciaire qui travaille. Et il y a 2 lois qui existent au plan fédéral. Il y a la loi sur les services de renseignement civil qui donne certains outils effectivement de surveillance, mais qui sont encadrés dans le système suisse. On a mis passablement de garde-fous qui, à mon avis, par rapport à d'autres législations européennes, sont bien meilleurs que ce que je ne dis pas que tout est parfait, hein, mais qui sont en tout cas bien meilleurs que ce qu'on connaît dans certains États, et notamment la France, puisque ces mesures ne peuvent pas être mises sans un contrôle préalable de la justice. Ensuite, il y a différents échelons de contrôle qui sont mis en place, et aussi une partie du contrôle qui peut être fait par le préposé fédéral. De l'autre côté, on a la loi sur les écoutes téléphoniques qui, elle, donc écoutes téléphoniques, Internet, trafic, email. Et là aussi, des mesures ne peuvent être ordonnées que par un juge d'instruction. Donc là aussi, il y a certains garde-fous qui existent. Mais le problème que vous évoquez, c'est effectivement la surveillance des États, elle existe. Et chaque fois qu'il y a un événement particulier, des attentats nouveaux, évidemment, on essaie toujours d'en rajouter une couche sans avoir pris le temps d'examiner si les mesures qui existaient n'étaient pas suffisantes. Elles ont été vraiment appliquées. Souvent, aux États-Unis, ça a été très flagrant. On a mis en place toute une série de mesures, alors que si on avait appliqué l'arsenal existant, et notamment si les différents services avaient travaillé correctement, on aurait pu éviter certains des attentats qui se sont passés. Donc là, il y a un problème. L'autre élément que vous évoquez, c'est la Chine. Alors la Chine, c'est très préoccupant parce que la Chine est en train de mettre en place un système de surveillance généralisée avec reconnaissance faciale, non seulement dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. Donc aujourd'hui, beaucoup d'opérations en Chine se font par reconnaissance faciale, et ils ont maintenant ce système qui permet de mettre au pilori les mauvais citoyens. Ils encouragent aussi la délation. Mais ce qui est inquiétant, c'est que ce sont des entreprises qui ont développé ces technologies, qui sont très pointues. Évidemment, il y a un marché potentiel. Et l'objectif récent des Chinois, c'est de pouvoir vendre ça dans les pays, notamment en Occident, en Europe. Et il y a déjà certains États en Europe qui ont dit oui, on est très intéressés par cette technologie. Donc, signaux d'alarme. Moi, un moyen, en tant que citoyen, par exemple, de savoir en fait quelles données la Confédération a sur moi, et d'exiger, par exemple, qu'elles soient supprimées, parce que là, on a un bon système en Suisse, mais on peut imaginer que le jour où il y a peut-être une dictature ou quelque chose de pas bien, entre guillemets, les données resteront là, et puis les citoyens seront tous fichés, et puis on sera tous dépendants de ça. C'est ça. Alors, toutes les lois de protection des données ont le droit d'accès. Donc, vous pouvez écrire à n'importe quelle administration fédérale et demander s'ils traitent des données personnelles, pour quelle finalité, et le cas échéant, s'ils ont des données à votre sujet. Ça, c'est possible. Maintenant, évidemment, si on vise l'aspect des services de renseignement, là, il y a un mécanisme un peu particulier. On ne donne pas toujours l'accès. S'il ne donne pas l'accès, après, il y a la possibilité de passer par le préposé fédéral qui va contrôler, voir si les conditions légales sont respectées ou pas, cas échéant, faire corriger les choses. Et il y a encore après un mécanisme de possibilité d'aller jusqu'au tribunal administratif fédéral. Mais maintenant, demander l'effacement des données, vous pouvez le faire que dans la mesure où ces données sont traitées de manière illicite. Si elles sont traitées en respect de la loi, aussi longtemps qu'elles doivent être conservées, vous n'allez pas obtenir la destruction. Là, je me permets d'intervenir. C'est vrai qu'on a un problème, en fait. Il y a une grande schizophrénie, en fait, au système, parce que, j'expliquais tout à l'heure, même le RGPD a ce que j'appelle le trou noir de la sécurité. C'est-à-dire que dès qu'on touche à un domaine de la sécurité, d'un coup, il n'y a plus aucune règle de la protection des données qui s'applique. C'est un principe général. Et en fait, alors, ce qui est intéressant en Suisse, c'est que donc on a voulu mettre en place ce système-là de surveillance. On a dit qu'on allait mettre plein de règles, mais qui sont en fait en pratique
elles ralentissent un petit peu, mais ce qui est génial, c'est que la meilleure règle en fait, là où on arrive à mieux contrôler, en Suisse en tout cas, ce système-là, c'est finalement par l'argent. Et aujourd'hui, le dernier rapport est sorti que ça coûtait tellement cher, cette surveillance et ces outils, que finalement, les polices n'avaient pas les moyens. Alors ça, c'est bien. Maintenant, il y a ce risque toujours de demander plus d'argent. Hein. Ça, c'est ce qui se passe aussi. Mais on arrive à ce point, c'est cette schizophrénie, finalement, d'État. On le voit en Suisse aussi, de gens qui se disent pour le numérique, pour l'économie numérique, et qui, en même temps, sont pour la sécurité et font la promotion d'outils destructeurs. Alors, je me retourne chez John Franco. Et à Genève, alors tu parlais dans ta présentation, j'en profite, tu vois. Dans la présentation, tu parlais d'un label de sécurité qui était mis en place par l'État de Genève. Alors comment tu concilies le fait que l'État est fournisseur de labels et en même temps, elle a une police qui, potentiellement, a le droit de détenir et d'utiliser des govware qui sont des menaces pour justement l'économie. Et là, il y a une schizophrénie que la classe politique en Suisse n'a pas encore résolue, à mon avis. Alors, c'est une bonne question, mais ce n'était pas le propos. En fait, non. Ce que je voulais dire, c'est qu'on allait travailler sur la possibilité de qualifier la manière dont certaines entreprises gèrent leurs données et voir quel niveau finalement d'adéquation elles ont atteint. Ce n'était pas la volonté pour l'État en fait de contrôler le système. Bon, c'est pas grave, la question elle est quand même ouverte parce que, enfin, jusqu'à Genève, jusqu'à récemment, il y avait le vote électronique, par exemple. Et puis, il y a un conseiller d'État qui fait plein de déclarations très positif pour l'économie numérique et qui en même temps était un défenseur ardent des lois de surveillance qui faisaient la promotion d'outils destructeurs du numérique. Voilà, c'est cette schizophrénie-là. Hein ? Joker. Quoi, c'est vrai. Voilà. Donc il faut faire changer les mentalités, il y a encore du travail. Bien, merci beaucoup. Nous nous rapprochons furieusement de l'heure de l'apéro. Donc je vais demander à notre éminent panel peut-être un petit mot de conclusion. Et pour reprendre le petit mot de Johan, savoir si Quo Vadis n'est pas la question, comment est-ce qu'on y va ? Vu que la destination est connue. Je suis même pas sûr, je commence donc le tour final en 2 mots, je suis même pas sûr que la destination elle est connue. Je pense qu'il y a 2 conversations qu'on doit avoir ensemble à l'échelle de la société, c'est quel est l'objectif final. Je pensais un peu ce qu'Alexis nous a présenté. L'objectif final, c'est la protection de l'intégrité numérique, de voir ça vraiment comme un droit fondamental de la personne. Alors on peut se mettre d'accord là-dessus peut-être, il y a d'autres éléments qu'on doit définir dans le but de la société idéale qu'on se souhaite. Puis après, il y a, une fois qu'on a identifié le but, comment on y va ? Et moi, l'idée de la boussole avec la domination, la liberté comme absence de domination, c'est plus une boussole pour se mettre en route dès ce soir quand vous rentrez chez vous. Voilà, de se dire, je passe en revue mes activités numériques, je passe en revue les choix de mes représentants politiques, et je fais des choix qui commencent directement, sans avoir besoin d'imaginer tout de suite la société idéale dans le futur. Et là, je pense qu'on doit avoir ces 2 dimensions. Quelle société numérique on veut, et comment on se met en route aujourd'hui et maintenant. C'est bien, c'est un chemin, ça. Ça, c'est un chemin, oui. C'est bien. Suivant. Mot de clôture là-dessus. Merci. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est face finalement à un phénomène d'accélération et que les dispositifs qui sont mis en place au niveau fédéral, mais même au niveau cantonal, n'ont pas la réactivité suffisante. Et donc, à Genève, on a essayé de se mobiliser pour conscientiser et sensibiliser les entreprises de manière à ce qu'elles puissent, je dirais, dans une attitude quasi spontanée, finalement, commencer à s'organiser autour de ces questions. Le soufflet est un petit peu retombé après, finalement, les annonces fracassantes qui ont été faites sur la mise en application du RGPD. On est peut-être dans l'œil du cyclone aujourd'hui, et je pense qu'il est nécessaire, finalement, de redonner une impulsion importante finalement à cet effort de communication et de préparation.
Alors, merci à vous toutes et tous d'être présents encore jusque maintenant pour nous entendre. Et s'il fallait revenir sur ce qui a été dit, je pense que c'est assez très intéressant. Nous avons eu un panel, moi-même j'ai trouvé ça très intéressant, des choses qui pourraient venir, qui vont dans le sens du futur, des choses qui sont plutôt philosophiques. Il y a la pratique du point de vue des États ou du fédéral, et puis il y a aussi l'approche des entreprises que j'ai pu apporter par ma collaboration aujourd'hui. S'il fallait revenir sur quelque chose que j'ai pu ou je pourrais faire encore, c'est que l'affaire Genève et le CLUSIS apporteront leur appui à toutes les entreprises, mais pas seulement. Parce que derrière chaque individu, il y a toujours une entreprise, mais c'est la personne qui prime. Donc, il faut absolument que l'on puisse faire évoluer les personnes. Et c'est en faisant évoluer les personnes et les connaissances que l'on obtiendra l'évolution des entreprises et tout le monde vivra mieux. Voilà. Voilà, moi je suis très optimiste de nature, malgré des fois ce que je dis. Sinon, je ne serais pas là à continuer avec tout le monde dans ce domaine-là. Mais par contre, j'ai une petite anecdote qui est assez intéressante, et puis ça rejoint le côté entrepreneurial. C'est vrai que je me suis toujours battu dans ce domaine-là sur des grands principes et puis finalement on se rend compte que juste des grands principes ou de dire c'est ma liberté ou quoi que ce soit, ça joue pas beaucoup. Et finalement là maintenant on a la chance, et ça c'est assez nouveau, alors ça c'est moi ce que je crois, c'est qu'il y a des industries qui commencent à apparaître et qui développent des activités qui sont by design qui respectent fondamentalement au niveau des droits et donnent de la valeur à tous ces outils qui, jusqu'à présent, étaient considérés comme subversifs. Et là, je vous dis pas, il faut pas, c'est pas une question d'acheter, d'investir, quoi que ce soit. C'est juste une question de s'intéresser à la mécanique d'une crypto-monnaie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un débat dans la finance sur ce qui a de la valeur. Pourquoi est-ce que le Bitcoin a de la valeur ou pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas de valeur? Et en fait, beaucoup de gens d'analyse disent que le Bitcoin n'a pas de valeur, mais ils ne voient pas que la valeur du Bitcoin, ce sont des choses comme le réseau peer-to-peer, la communauté, l'open source, la cryptographie. Tout ça, ce sont des outils qui aujourd'hui sont fondamentaux dans notre société et qui font notre société du numérique sur lequel nous, on navigue tous. Voilà. Il y a des entreprises qui travaillent là-dessus, il y a des États, mais généralement, ceux qui ne voient pas la valeur de ça, ils essayent de détruire le système, ils essayent d'exploiter les données, ils essayent de détruire la sécurité du réseau. Et ceux qui voient la valeur de cela, ils rentrent dans des nouveaux paradigmes, notamment les crypto-monnaies, c'en est un, mais il y en a d'autres. Et on peut espérer que de là sortira une économie et une société qui aura beaucoup plus de valeur que celle qu'on connaît aujourd'hui et où la répartition des valeurs sera plus bénéfique à l'individu. Et c'est ça, là où j'espère que ça viendra. Et c'est pour ça que la question du privacy by design, on y arrivera naturellement, on choisira les outils parce que c'est eux qui nous apporteront le meilleur bénéfice à nous. Et la société, la gouvernance s'adaptera au fur et à mesure. Jean-Philippe. Bon, vu l'heure, je serai très bref. Je dirais, pour reprendre la formulation de Jean-Henri, je crois que l'avenir nous appartient et nous devons être véritablement les acteurs de notre protection des données. Et c'est que par cela qu'on arrivera véritablement à garantir nos droits, mais aussi le fonctionnement de la société comme société véritablement démocratique. Sur ce, je vous remercie et je crois qu'on va tous se retrouver à l'apéro pour continuer à disserter. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier d'avoir participé à cet après-midi au nom de tous les organisateurs de cet après-midi. Remercier nos panélistes avec un round of applause, comme on dit en anglais.